Voici 5 êtres humains extraordinaires qui ont affronté les bêtes les plus féroces de la nature et ont survécu pour raconter leur histoire. Requins, léopards, hippopotames, aucun de ces animaux n'a eu le dessus. D'un plongeur échappant à un grand requin blanc à un fermier terrassant un léopard à main nue, voici les récits ultimes de survie. En mars 2005, St. James et la Donna Davis formaient un couple uni par leur passion, l'un pour l'autre, pour l'aventure, et pour un chimpanzé nommé Mo. Mais ce qui fut autrefois une vie pleine de joie a basculé de façon inimaginable lors d'une journée tragique en 2005. Ce jour-là a marqué le début d'une série de drames, de pertes et de trahisons, laissant des cicatrices bien plus profondes que celles visibles sur le corps de St. James. St. James et la Donna n'étaient pas des gens ordinaires. Ils partageaient une passion pour les voitures. St. James était un ancien pilote de bateau de course devenu pilote NASCAR, tandis que la Donna, sa chef d'équipe, était l'une des premières femmes à occuper ce poste sur le circuit. Mais par-dessus tout, ils aimaient leur animal de compagnie, ou plutôt, à leurs yeux, leur fils. Un chimpanzé prénommé Mo, un chimpanzé orphelin dont la mère avait été tuée par des braconniers en Tanzanie, est entré dans la vie du couple en 1967, lorsque St. James a décidé de le ramener chez lui. Élevé dans leur maison de West Covina, en Californie, Mo mangeait à table, portait des vêtements et a même participé à leur mariage en tant que lanceur de fleurs et témoin. Les Davis n'avaient pas d'enfants. Mo a donc vécu avec eux pendant plus de 30 ans, devenant véritablement leur fils. Mais le fait d'avoir un animal sauvage domestiqué a eu un prix. En 1977, Mo a mordu une femme. Bien que la plainte ait été classée, cela a marqué le début d'une relation tendue avec les autorités. D'autres incidents ont suivi, dont une spectaculaire évasion en 1998, au cours de laquelle Mo a blessé un policier. Ces événements ont culminé en 1999 lorsqu'il a mordu le doigt d'une visiteuse. Les Davis affirment qu'il aurait confondu son vernis à ongles rouges avec sa friandise préférée de la réglisse. Après cela, la ville a ordonné son retrait forcé et Mo a été transféré au sanctuaire Wildlife Way Station. Il a ensuite été transféré à l'Animal Haven Ranch à Bakersfield, un organisme à but non lucratif accueillant 6 primates. Le couple s'y rendait fréquemment, apportant des friandises et partageant des moments qui leur rappelaient la vie d'avant. Le 3 mars 2005 devait être un jour de fête. Ce jour-là, les Davis sont arrivés au ranch pour célébrer les 39 ans de Mo. Les bras chargés de cadeaux, de lait au chocolat et d'un gâteau à la framboise, ils s'apprêtaient à couvrir leur fils d'affection. Mais ce qui devait être une joyeuse réunion s'est transformé en cauchemar. Alors que la Donna préparait le gâteau, elle aperçut un autre chimpanzé, Buddy, s'échapper de son enclos. Avant qu'elle ne puisse réagir, Buddy l'attaqua, lui arrachant le pouce. St. James se précipita pour la protéger, la poussant sous une table, mais la situation dégénéra rapidement lorsqu'un second chimpanzé, Ollie, se joignit à l'attaque. Buddy et Ollie s'en sont violemment pris à St. James. L'un lui a mutilé le visage pendant que l'autre s'attaquait au bas de son corps. Le gendre du propriétaire du sanctuaire est intervenu et a abattu Buddy. Pendant ce temps, Ollie a traîné St. James pour continuer à le mutiler. Il a lui aussi été abattu peu après. Mais le mal était fait. St. James a subi des blessures terrifiantes. Il a perdu la majeure partie de son visage, y compris son nez, ses lèvres, son œil droit, ainsi que 8 doigts, un pied, une partie de son torse, ses fesses et ses organes génitaux. Un ambulancier décrira plus tard la scène comme semblable à l'attaque d'un grizzly. Les conséquences furent déchirantes. St. James passa 6 mois à l'hôpital, subissant plus de 60 opérations, un coma et de nombreuses infections. Il ne remarcherait jamais, ne verrait plus de son œil droit et ne retrouverait jamais pleinement l'usage de ses mains. La Donna devint son aidante à plein temps. Le couple n'était pas assuré et les frais médicaux s'accumulaient. Ils refusèrent d'abord de poursuivre le sanctuaire en justice. Mais en 2009, ils changèrent d'avis et obtinrent un règlement de 4 millions de dollars, une somme dérisoire face à l'ampleur de leur traumatisme. Quant à Mo, il disparut mystérieusement en 2008. Malgré des recherches intensives, le chimpanzé qui avait été au centre de leur vie ne fut jamais retrouvé. Pour les Davis, cette perte fut indicible. La santé de St. James déclina. Il fit un AVC en 2017 et mourut l'année suivante d'un arrêt cardio-respiratoire. Sa mort mit fin à une vie hors du commun, mais les épreuves de la Donna étaient loin d'être terminées. Seule et vulnérable, elle fut victime d'un homme du nom de Min Mao que les Davis considéraient comme un membre de la famille. Mao la força à lui céder le contrôle de ses biens, vida ses comptes et la laissa ruiner. Encore, des membres du gang Mongols Motorcycle Club s'emparèrent de sa propriété, négligeant ses soins jusqu'à ce que les autorités interviennent. Elle fut finalement placée dans un centre de soins après que ses biens restants furent vendus par un tuteur judiciaire pour couvrir ses dépenses. Un accord légal avec Mao ne permit de récupérer qu'une infime partie des fonds volés.
laissant planer des doutes sur la capacité du système judiciaire à protéger les personnes âgées. L'histoire de St. James, LaDonna et Mo est un puissant témoignage d'amour, de perte et de la fragilité des liens entre humains et animaux. Nous sommes le 23 décembre 2021, 2 jours avant Noël, et pour Jacqueline Durand, étudiante à l'Université du Texas à Dallas, passionnée par les animaux et dog-sitter expérimentée, cette journée promettait d'être banale. À 21 ans, elle adorait son métier. Pour elle, chaque garde de chien n'était pas un simple travail, mais l'occasion de nourrir sa relation profonde avec ses animaux. Pourtant, dans la paisible banlieue de Coppell, au Texas, cette mission de dog-sitting allait tourner au cauchemar et bouleverser son existence à jamais. Jacqueline avait accepté de garder Lucy, un croisement berger allemand, et Bender, un croisement pitbull, appartenant au docteur Justin Bishop et à son épouse Ashley. Elle avait déjà rencontré les deux chiens et les avait jugés adorables. Les Bishop l'avaient assuré qu'ils seraient enfermés dans leur caisse avant son arrivée. Mais quelques minutes avant qu'elle n'arrive, ils lui envoyèrent un texto. Les chiens n'étaient pas enfermés. Lorsqu'elle déverrouilla la porte d'entrée, Lucy et Bender erraient librement. Sans avertissement, ils se jetèrent sur elle. En un instant, la maison devint le théâtre d'une scène d'horreur. Les chiens la firent basculer depuis le pas de la porte jusqu'au salon, la maîtrisèrent au sol et se ruèrent sur elle. Lucy et Bender lacérèrent son visage, lui arrachant le nez, les oreilles, les lèvres et les joues jusqu'à l'os. Ils déchirèrent ses vêtements, y compris son jean, la laissant à découvert, ensanglantée. Jacqueline sentait la peau pendre de son visage et, dans ce moment de terreur, elle crut qu'elle ne survivrait pas. Heureusement, l'alarme de la maison s'était déclenchée, alertant les secours. Les premiers policiers sur place jugèrent la situation trop dangereuse pour intervenir immédiatement. Leurs caméras pièges montrèrent qu'ils tentaient en vain de maîtriser les chiens, repoussés par leur agressivité. Pendant 37 longues minutes, Jacqueline gisait, impuissante et gravement blessée, hurlant au secours, tandis que les équipes s'efforçaient de sécuriser la zone. Ce n'est qu'une fois les chiens maîtrisés qu'ils purent enfin accéder à la jeune femme. À son arrivée au Medical City Plano Hospital, Jacqueline avait perdu près de 30% de son volume sanguin. Ses blessures étaient épouvantables. Une partie de son visage, ses oreilles et une portion de son cuir chevelu avaient disparu. Sur la table de réanimation, elle fut réanimée à plusieurs reprises avant qu'on ne l'endorme médicalement. Les chirurgiens travaillèrent 7 heures d'affilée pour la stabiliser et entamer l'immense chantier de reconstruction. Durant 60 jours d'hospitalisation, elle subit 17 opérations, dont de nombreuses interventions reconstructrices. Des greffes de peau prélevées sur ses fesses et son front permirent de reconstituer son visage, tandis que des tissus de la ligne capillaire et de la cuisse servirent à reconstruire son nez et ses lèvres. La phase de rééducation fut particulièrement douloureuse. Il fallut étirer son ouverture buccale de quelques millimètres à la fois pour qu'elle puisse réapprendre à manger. Le combat de Jacqueline ne fut pas que physique mais aussi psychologique. Malgré cette épreuve, elle décida de reprendre sa vie en main et de montrer son nouveau visage au monde. Lors d'une interview, elle déclara qu'il était temps d'assumer pleinement son identité et de ne plus avoir peur d'être vue. Son histoire devint un appel à la prudence pour tous les propriétaires de chiens, soulignant l'importance de bien comprendre le comportement de son animal et de communiquer clairement avec les personnes chargées de l'en garder. Ses parents, John et Shirley Durand, restèrent à ses côtés, bien que révoltés par la nature évitable de l'attaque. Un écriteau collé sur la porte des Bishop avertissait pourtant « Chien dangereux, ne pas sonner ni frapper, appeler ou texter ». Pour la famille de Jacqueline, ce panneau attestait la connaissance, par les propriétaires, du danger que représentait leur chien. Une négligence, selon eux, directement responsable du drame. Jacqueline engagea ensuite une action en justice contre les Bishop réclamant plus d'1 million de dollars de dommages et intérêts. Elle les accuse de ne pas avoir su maîtriser, sécuriser et dresser leurs chiens, créant ainsi un environnement dangereux pour leurs visiteurs. Les Bishop ont exprimé leur peine et leur consternation, mais se sont tus en raison des procédures en cours. Les 2 chiens ont été euthanasiés peu après l'attaque. Au cœur de cette épreuve, Jacqueline trouva un soutien indéfectible auprès de son petit ami, Nathan, lui-même récemment sorti vainqueur d'un cancer. Il lui rendit l'amour et les soins dont elle avait fait preuve pour lui et l'aida à trouver la force de continuer. Étonnamment, l'amour de Jacqueline pour les animaux ne s'est pas éteint. Elle envisage toujours de travailler un jour avec des chiens, peut-être comme éducatrice canine. Ses propres animaux de compagnie lui apportent un grand réconfort durant sa convalescence. L'histoire de Jacqueline n'est pas terminée. Elle fait face à de nombreuses opérations à venir et à des années de thérapie, mais elle refuse de laisser l'attaque définir qui elle est. Le 9 mars 1996, Paul Templer, guide de safari de 28 ans, vivait son rêve au Zimbabwe.
Après une période dans l'armée britannique, il avait commencé à diriger des safaris photographiques le long du fleuve Zambèze. Certifié par le rigoureux programme national de guide, Paul adorait faire découvrir aux visiteurs la faune spectaculaire de son pays. Tout semblait idyllique jusqu'à ce que la tragédie frappe. Ce jour-là, Paul avait accepté de remplacer un ami malade du paludisme pour conduire un safari en canoë sur un tronçon du Zambèze qu'il connaissait par cœur. L'expédition comptait 6 touristes, 4 membres d'équipage d'Air France et un couple allemand, ainsi que 3 guides débutants. Paul prenait la tête du convoi sur sa propre embarcation. Alors qu'ils progressaient paisiblement, ils croisèrent un groupe d'hippopotames, animal courant mais redoutable quand il se sent menacé. Paul contourna prudemment les bêtes pour éviter tout risque, mais le destin en décida autrement. L'un des canoës prit du retard et dévia de sa trajectoire. Un craquement sinistre retentit. L'arrière de l'embarcation fut projeté en l'air et son guide, Evans, fut éjecté dans l'eau. Paul réagit aussitôt, ordonnant à un autre guide de sécuriser le client, puis ramant vers Evans, emporté vers une femelle hippopotame et son petit, situation particulièrement périlleuse. À mesure qu'il s'approchait, une vague torpille le heurta. Conscient du danger imminent, Paul plongea sa pagaie dans l'eau pour interrompre l'attaque. Il saisit Evans. Leurs doigts se frôlèrent quand soudain l'eau se déchaîna. Le monde de Paul se couvrit d'obscurité. Il crut d'abord à une noyade, sentant ses jambes submergées, tandis que le haut de son corps n'était ni mouillé ni sec. Il comprit alors, horrifié, qu'il était englouti jusqu'à la taille dans la gorge d'un hippopotame. L'immense animal, un mâle territorial, l'avait attaqué. Les hippopotames figurent parmi les créatures les plus dangereuses d'Afrique. Ils mesurent jusqu'à 5 mètres de long, pèsent 4,5 tonnes, ouvrent leurs mâchoires à 150 degrés et possèdent des défenses de 50 cm capables d'écraser les os. Leur morsure, 3 fois plus puissante que celle d'un lion, est fatale. Inconfortable avec sa proie, l'hippopotame recracha Paul. Ce dernier, haletant, refit surface et chercha Evans, mais avant qu'il ne puisse l'aider, l'animal l'attira de nouveau dans sa gueule. Cette fois, ses jambes furent coincées tandis que ses bras restaient libres. Battu violemment, Paul s'agrippa désespérément aux défenses du mammifère pour éviter d'être déchiqueté. L'assaut dura 3 minutes et demie d'angoisse pure. Lorsque l'hippopotame le relâcha enfin, Paul Templer avait le corps criblé de blessures graves. Le guide apprenti Mac, faisant preuve d'un courage remarquable, guida son canoë assez près pour que Paul attrape la poignée et soit tiré vers un rocher voisin. Quant à Evans, il disparut, son corps fut retrouvé en aval, noyé. Paul souffrait, le pied gauche broyé, un bras écrasé, un poumon perforé, le sang lui remontait à la bouche. Ses compagnons utilisèrent du film alimentaire pour panser une plaie béante dans son dos, puis décidèrent de rejoindre la rive malgré le risque toujours présent d'une nouvelle attaque. L'animal heurta leur canoë une dernière fois avant qu'il n'atteigne la berge. Le trajet de 8 heures jusqu'à l'hôpital le plus proche fut un calvaire. À l'arrivée, les chirurgiens doutèrent qu'il survive. Au cours du mois suivant, il subit plusieurs opérations majeures. On sauva ses jambes et un bras, mais son bras gauche dut être amputé. À son réveil en soins intensifs, la vision de ce membre disparu fut un choc, même s'il se réjouit d'avoir conservé ses jambes et son bras droit, la base sur laquelle reconstruire sa vie. Le chemin de la guérison fut long, rééducation physique et ergothérapie d'abord au Zimbabwe, puis au Royaume-Uni. Paul reçut ensuite un bras prothétique, retrouvant ainsi une certaine autonomie. Le combat psychologique fut aussi éprouvant que les épreuves physiques, entre désespoir et gratitude. 2 ans après l'attaque, Paul revint sur le Zambèze. Il intégra une équipe pour achever la plus longue descente jamais enregistrée du fleuve, un périple de 2600 km en 3 mois. Il refusait que ce drame le définisse, préférant se concentrer sur ce qu'il pouvait accomplir plutôt que sur ce qu'il avait perdu. Les mots de son chirurgien devinrent sa devise. « Vous êtes la somme de vos choix ». Il publia un témoignage, What's Left of Me, et devint conférencier motivateur, inspirant par son récit de survie et de résilience. Aujourd'hui installé aux États-Unis, marié et comblé, il continue de prouver que l'adversité peut être transformée en force. En janvier 2007, Eric Nerus, un plongeur professionnel de 41 ans spécialisé dans la pêche à l'ormeau, travaillait depuis plusieurs années sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, où il récoltait ce mollusque prisé. Son métier était dangereux par nature, mais rien ne l'avait préparé à l'affrontement mortel qu'il alla vivre un matin de janvier. Cette journée avait pourtant commencé comme tant d'autres. Eric plongeait au large de Cap Ao dans une eau trouble d'environ 8 mètres de profondeur, tandis que son fils Marc, âgé de 16 ans, restait à bord du bateau. Malgré la mer agitée et les récentes observations de requins, Eric décida de poursuivre sa récolte d'ormeaux sur le fond marin.
Sans crier gare, un redoutable prédateur émergea des profondeurs. Un grand requin blanc d'environ 3 mètres bondit et referma ses mâchoires puissantes sur la tête et les épaules d'Eric. La morsure écrasa son masque de plongée et lui brisa le nez, plongeant son porteur dans l'obscurité. Piégé la tête la première dans la gueule du requin, ses dents acérées s'enfonçant dans son torse, Eric était incapable de bouger. La pression était telle qu'il se sentait broyé entre 2 semi-remorques. Le requin tenta de l'entraîner plus avant dans sa gorge, mais le gilet de plomb qu'Eric portait pour l'aider à plonger absorba une grande partie de la force de l'impact, empêchant les dents de percer son thorax et d'atteindre son cœur. Poussé par son instinct de survie, Eric chercha la cavité orbitaire du requin et y enfonça ses doigts, y crevant l'œil. Sous l'effet de la douleur, le requin le relâcha brièvement, bien qu'il lui mordît l'arrière du crâne avant de le laisser partir. Libéré, Eric se hâta de remettre son détendeur et entama sa remontée vers la surface. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Le requin, refusant d'abandonner sa proie, tourna en cercles autour de lui, son immense œil noir fixé sur le plongeur. Hémorragique, Eric resta calme et écartela bras et jambes pour montrer qu'il n'était pas une otarie. Il gravit lentement les derniers mètres, sentant le requin effleurer ses palmes à chaque tour. En brisant la surface, Eric fut lélé et tiré à bord par son fils Marc. Le sang jaillissait de profondes plaies à la tête, à la poitrine et au dos. Malgré la gravité de son état, les secours réagirent immédiatement. Un hélicoptère de la marine l'évacua vers l'hôpital de Wollongong où les médecins qualifièrent son sauvetage de miraculeux. Eric Enerus souffrit de multiples blessures, nez fracturé, large lacération sur le torse et perforation causée par les dents du requin. Il fallut 75 points de suture pour refermer ses plaies, mais son gilet de plomb lui avait probablement sauvé la vie. Avec gratitude et lucidité, il reconnut avoir eu de la chance. Le requin l'avait sans doute pris pour une otarie, une erreur d'identité rare mais tragique. Dans le paisible village de Kiato, près du mont Kenya, une journée qui avait commencé comme les autres pour Daniel Mimburugu, 73 ans, se mua en un combat effroyable pour la survie. Daniel, agriculteur, entretenait ses cultures de pommes de terre et de haricots lorsqu'il fit face à un prédateur qui mettrait son courage à rude épreuve. Alors qu'il travaillait dans ses champs, un léopard agressif tapi dans la haute herbe jaillit sur lui en poussant un grondement terrifiant qui coupa net le bourdonnement de la campagne. L'attaque fut si soudaine que Daniel n'eut que quelques secondes pour réagir. Armé d'une machette, il se tint prêt à se défendre, mais dans un éclair de lucidité, il abandonna son arme et plongea la main dans la gueule béante du fauve. Les puissantes mâchoires du léopard se refermèrent sur son poignet, ses crocs s'enfonçant profondément dans la chair, tandis que ses griffes lacéraient le corps de Daniel. Malgré une douleur insupportable, Daniel se battit, mu par son instinct de survie. Sa main plongée dans la gueule de l'animal chercha sa langue. Il l'agrippa de toutes ses forces et tira, privant le léopard d'oxygène. La respiration du prédateur devint rapidement laborieuse. Daniel resserra sa prise jusqu'à ce que le félin, à bout d'air, rende un dernier râle et le relâche. Couvert de sang mais vivant, Daniel chancela hors d'atteinte, lorsqu'un voisin, alerté par le vacarme, lui porta le coup de grâce au moyen d'une machette. Contre toute attente, Daniel avait survécu à l'un des plus redoutables carnivores de la savane. Les villageois se mobilisèrent pour l'emmener à l'hôpital local et les autorités stupéfaites veillèrent à ce qu'il reçoive des soins gratuits. Plus tard, des experts du Kenya Wildlife Service, KWS, expliquèrent que le léopard, probablement blessé auparavant, avait attaqué par agression non provoquée, un comportement fréquent chez les animaux sauvages souffrants. Les responsables du KWS saluèrent l'extraordinaire présence d'esprit et le courage de Daniel. Dans son village, Daniel Mimburugu fut célébré en héros.